Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale d'argent, donc sur le budget Leitão, le deuxième budget de Carlos Leitão. Avec nous pour commenter et analyser Jean-Michel Cousineau, professeur titulaire en économie, Université de Montréal. Également, François Delorme, chargé de cours, département des sciences économiques, Université de Sherbrooke, et Germain Belzile, maître d'enseignement HEC Montréal et senior fellow à l'Institut économique de Montréal. Mais tout d'abord, nous allons tout de suite voir notre journaliste Sophie Lemieux avec les grandes lignes de ce budget, ce qui est sorti en fait jusqu'à maintenant, si on a quelque chose. Oui, et Annie, deux quasi-certitudes parce que ça découle d'une promesse et du ministre des Finances Carlos Leitão et du premier ministre Philippe Couillard, c'est le retour à l'équilibre budgétaire et aussi le fait que les contribuables ne devraient pas subir de hausse d'impôts, de taxes ou encore de frais. Mais attention aux compressions. Actuellement, l'exercice en cours affiche un déficit de 2,35 milliards de dollars. Retourner à l'équilibre demande évidemment des efforts. Alors, qu'est-ce qu'on surveille? Vous allez le voir. D'abord, cet équilibre budgétaire pourrait-il même être un surplus budgétaire? Vous savez, les taux sont faibles. Le service de la dette va coûter moins cher. C'est 10 du budget total. Les revenus des entreprises seront peut-être supérieurs avec la baisse du pétrole et la baisse du dollar du côté des exportations. On va pouvoir engranger plus de revenus fiscaux pour le gouvernement. Donc, équilibre budgétaire, pour bien comprendre, c'est qu'on va arrêter d'emprunter pour payer l'épicerie, pour payer les dépenses courantes. Il y a évidemment l'autre attente, l'annonce de l'élimination graduelle de la taxe santé, parce qu'on avait dit qu'on le ferait à partir du moment où on serait en équilibre. C'est également ce qui est suggéré dans le fameux rapport sur la fiscalité Godbout. Aucune hausse d'impôts, de taxes et de frais, ça semble être une certitude. Par contre, du côté des dépenses, on veut limiter la croissance des dépenses à moins de 1 %. On n'a à peu près jamais vu ça, Annie, 0,7 %. Actuellement, c'est 1,1 %. Ça va demander beaucoup d'efforts. C'est moins que l'inflation et il y a beaucoup d'inquiétudes. Compression de dépenses, qu'on dit, c'est qu'on va devoir encore aller chercher 1 milliard de dollars. L'opposition officielle craint pour le secteur de la santé, secteur de l'éducation, deux postes évidemment prépondérants, extrêmement importants. Il y a aussi la fin des déficits d'organismes qui pourraient être annoncés, comme par exemple l'AMT du côté des archives, la bibliothèque, dans le secteur de la culture également. Ça peut vouloir dire donc des compressions à nouveau. Et il y a les villes, il ne faut pas oublier, Annie, qui demandent de l'aide du côté des infrastructures. Ça plombe leurs finances et donc, évidemment, ça a un impact à la hausse sur les taxes municipales. Alors, bref, beaucoup quand même d'attentes, même s'il y a deux quasi-certitudes là, qui ont déjà été établies. Oui, il y a eu beaucoup là, de pré-annonces qui ont été faites par Carlos Leitão au cours des dernières semaines. Donc, pour nous parler de ce fameux budget quand même, qui sera la première fois qu'on a un exercice équilibré. Oui. Rien d'autre, Sophie? Bien, en fait, on a rencontré des contribuables cet après-midi. Notre collègue Olivier Bourque, lui, essaie de prendre le pouls là, sur le terrain. Et quand je vous parlais vraiment du côté des contribuables, il n'y a peut-être pas d'attente en ce qui concerne les taxes et les impôts, mais il va falloir voir les efforts qu'on va demander. Ça concerne vraiment tout le monde. Ça va concerner ceux qui bénéficient des services publics, donc tous les citoyens, les employés de l'État. C'est 60 du budget. Là, on va faire des compressions. On est en pleine négociation salariale. Ça concerne les employés d'organismes publics également. Et la grande inquiétude, je vous dirais, qui revient le plus, concerne nos services publics, notamment la santé. Je vous invite à écouter là-dessus les commentaires recueillis. On espère, d'après le ministre des Finances, qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes et d'impôts, pas de baisse d'impôts. Non, il ne faut pas rêver, il faut être réaliste. Si M. Couillard m'écoute présentement, s'il vous plaît, faites quelque chose pour la santé, l'éducation. C'est l'avenir, ça, au Québec. Pour le reste, là, ça peut attendre. D'une certaine façon, c'est peut-être correct aussi d'essayer de réduire le déficit, mais peut-être d'y aller plus doucement. Vous invitez, mais si le milieu des affaires risque d'applaudir le retour à l'équilibre budgétaire, il y a probablement bien des groupes sociaux qui risquent de le huer. Reste à savoir lesquels. Oui, il y avait déjà des manifestations contre ce budget avant même qu'on en connaisse les détails. Merci, voilà. Sophie. Au revoir. Au revoir. Bon, alors je vais vous présenter tout de suite mes invités qui vont décortiquer le budget Leitão avec moi durant la prochaine heure. Tout d'abord, juste en face de moi, M. Cousineau, Jean-Michel Cousineau, professeur titulaire en économie, Université de Montréal. Bienvenue avec nous, M. Delorme, M. Cousineau. M. Delorme, justement, qui est avec nous. Chargé de cours au département des sciences économiques à l'Université de Sherbrooke et qui est en train de se préparer. On va l'attendre. Peut-être est-il prêt maintenant. Germain Belzile, maître d'enseignement HEC Montréal et senior
fellow IEDM. On va aller tout de suite à vous, M. Belzile. Bonjour, M. Belzile. Bon, tout d'abord, on n'a pas encore les détails, mais vous y croyez, ça, un déficit zéro, sans augmenter le fardeau fiscal des contribuables? Et c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce qu'on va le faire? On va le savoir dans quelques minutes. Je le souhaite. Vous savez, ça fait, dans les 40 dernières années, on a eu 34 années de déficit budgétaire. Et puis, pour cette raison-là, on a accumulé une dette qui est la plus importante en pourcentage du PIB des dettes provinciales au Canada. Et puis, il est temps de changer la direction. Et puis, j'espère que c'est le premier budget d'une série de budgets dans lesquels on va réduire la vitesse à laquelle le secteur public croît au Québec. Et puis, on va être sur une direction un peu plus soutenable à long terme. M. Cousineau et M. Delhomme, je vous pose la même question. Est-ce que c'est possible de faire un budget équilibré sans augmenter le fardeau fiscal des contribuables? C'est déjà fait, semble-t-il. Le fardeau fiscal aurait été augmenté. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aurait 1 milliard de dollars à trouver. Donc, c'est des choix politiques auxquels on va assister dans les minutes qui suivent, à mon avis. Aussi, la conjoncture a beaucoup aidé le ministre Leitao. C'est comme quelque chose qui est tombé du ciel avec le prix, la chute du prix du pétrole, la chute du dollar, la stimulation des exportations. On a eu une éclaircie qu'on n'avait pas prévue il y a 6 mois. Là. Alors, oui, ça serait intéressant de voir la place que le ministre donne à ça, s'il va se le mettre comme un fait là, qui est saillant pour lui, ou s'il va admettre que c'est la conjoncture qui l'aide, la baisse du prix du pétrole, etc. Exactement. Messieurs, on va à la pause et on vous revient peut-être avec Carlos qui sera prêt à être Carlos Leitao. Merci, au revoir. Merci. Bon, de retour à cette émission spéciale sur le deuxième budget de Carlos Leitao. Monsieur Leitao qui n'est toujours pas en chambre pour commencer l'allocution de son budget. Donc, tout le monde, journalistes, groupes de pression, etc., sont toujours dans le lock-up et donc qui ne pourront pas tout de suite nous parler. Il faut attendre que Monsieur Leitao y aille de ses premières paroles. Voici donc la Chambre des communes, ou plutôt, pardon, ça c'est Ottawa, l'Assemblée nationale à Québec. Bon, alors je reviens avec mes trois invités pour discuter finalement de ce budget. Bon, on va y aller avec vous, Germain Belzile, tout d'abord. Bon, est-ce que on cherche parfois, ma copine, en fait, ma collègue Sophie Lemieux nous parlait de taxes indirectes que le gouvernement pouvait cacher, par exemple, en demandant des déficits zéro à toutes sortes d'organismes paragouvernementaux. Il faut aller chercher de l'argent dans la fonction publique, donc peut-être... des... écoutez, vous me répondrez après M. Leitao, M. Belzile, je m'excuse. On doit aller tout de suite au ministre des Finances. Alors, Monsieur le Président, c'est avec une grande fierté que je dépose aujourd'hui le deuxième budget de notre gouvernement. Avec ce budget, le gouvernement envoie à toutes les Québécoises et à tous les Québécois un message de confiance. Ensemble, on développe notre économie. Il y a 1 an, je concluais la présentation de notre premier budget en citant un proverbe de mon pays de naissance. A esperança sempre entra quando deixamos a porta aberta. Ce que signifie l'espoir entre toujours par la porte qu'on a laissée ouverte. Le budget 2014-2015 ouvrait des portes pour un Québec plus prospère. Cet espoir devient réalité aujourd'hui, Monsieur le Président. Depuis notre arrivée au pouvoir le 7 avril 2014, nous avons consacré des efforts soutenus au redressement des finances publiques et à la relance de l'économie. Nous voulions que les Québécoises et les Québécois bénéficient d'une prospérité durable dont une des conditions de base était l'assainissement des finances publiques. À cette fin, nous avions défini un plan. Ce plan, nous l'avons réalisé. Pour 2014-2015, le déficit s'établit à 2,350 milliards de dollars, soit exactement la cible que nous nous étions fixée l'année dernière et qui a été maintenue lors de la mise à jour économique et financière en décembre dernier. Pour 2015-2016, la cible s'avérait d'autant plus exigeante que nous étions obligés à résorber un déficit prévu de 7,3 milliards de dollars. Alors, après 6 années consécutives de déficit
notre gouvernement respecte son engagement. Le Québec retrouve enfin en 2015-2016 l'équilibre budgétaire. Les déficits cumulés au cours des 6 dernières années ont alourdi la dette de près de 16 milliards de dollars. Les Québécoises et les Québécois vont désormais cesser de s'endetter en finançant une partie de nos dépenses courantes par un accroissement de la dette. Nos finances publiques sont plus solides et plus saines, ce qui constitue une base indispensable à une croissance économique durable. Mon collègue, le président du Conseil du Trésor, a déposé avec les crédits les mesures retenues pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, de sortir un petit peu de mon discours et de souligner devant toute cette Assemblée et ceux qui nous écoutent le travail remarquable de mon collègue et voisin, le président du Conseil du Trésor. Je veux aussi mentionner, Monsieur le Président, la cohésion et la coopération de toute l'équipe ministérielle, sans l'appui de laquelle on n'aurait pas pu faire ce travail. Et cette cohésion est cimentée par le leadership exemplaire de notre Premier ministre, le député de Roberval. Alors, de 2013-14 à 2014-15, la croissance des dépenses consolidées a été réduite de 5,1 à 2,3 %. Pour 2015-16, elle sera réduite encore à 1,5 %. Ce contrôle des dépenses, qui s'est confirmé au cours des derniers mois, résulte d'un effort collectif, celui de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. C'est grâce à cet effort que l'équilibre budgétaire a été rétabli. Le retour à l'équilibre budgétaire ne constitue pas un point final. Bien au contraire, il représente un départ et imprime un nouvel élan pour le Québec, Monsieur le Président. Le rétablissement d'équilibre budgétaire est une excellente nouvelle, mais ce n'est pas la seule. En 2015-2016, le fardeau de la dette par rapport au PIB commencera à diminuer, alors qu'il n'avait cessé d'augmenter depuis 2009. Notre gouvernement maintient donc ses objectifs de réduction de la dette, ainsi que les versements au Fonds des générations, afin que la dette brute ne représente plus que 45 % du PIB en 2026. Pour ce qui est de l'activité économique, la croissance devrait atteindre 1,5 % en 2014, comparativement à 1 % en 2013. Pour 2015, la croissance devrait accélérer et s'établir à 2 %. Les exportations du Québec seront principalement stimulées par la bonne tenue de l'économie américaine et par la dépréciation du dollar canadien. Et on quitte Carlos Leitão pour aller voir le reportage d'Alain Laforêt qui nous fait le résumé des grandes lignes de ce budget. Le ministre des Finances, Carlos Leitão, annonce la fin de la traversée du désert, mais on est très loin des vallées verdoyantes. Effectivement, il annonce le retour à l'équilibre budgétaire après 6 ans d'encre rouge, mais les Québécois devront patienter 1 an avant de ressentir les mesures de ce budget. D'ici 5 ans, le gouvernement prévoit des allègements fiscaux de 2,5 milliards. En 2016, il débloque 52 millions pour 400 000 travailleurs de la classe moyenne, des crédits d'impôt si vous travaillez davantage, si vous faites des heures supplémentaires. Également, il va donner des crédits d'impôt
aux travailleurs âgés de 63 ans et plus qui resteront plus longtemps au travail. Également, il débloque 22,5 millions sur 3 ans pour favoriser l'intégration des immigrants au marché du travail et accélérer leur apprentissage du français. Il repousse, et ça c'est important, l'abolition de la taxe santé telle que promis lors de la dernière campagne électorale à partir de 2017. D'ici 2020, on va retourner 1,7 milliard aux contribuables. Pour maintenir l'équilibre, le gouvernement va demander un effort supplémentaire à ses ministères, des compressions de 873 millions en 2016-2017 et les dépenses du gouvernement augmentent plus que prévu à 1,2 % et il serre la ceinture au ministère de l'Éducation et en santé où les dépenses vont augmenter à 1,4 %. Il y a un bouquet de mesures dans ce budget, également des mesures pour soutenir les entreprises et les grandes entreprises. On va vous en parler un peu plus tard. On remercie Alain Laforêt. Bon, tout de suite, on va retrouver Germain Belzile. Germain, dans ce que nous savons des grandes lignes du budget, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui a été respecté comme promesse et quelles ont été celles qui ont été brisées? Écoutez, la première, je pense, la plus importante, c'est le retour à l'équilibre budgétaire. Alors, on nous en avait parlé et puis là, il semblerait qu'on va l'obtenir. La seconde, c'est qu'on nous avait dit que ça se ferait sans augmenter le fardeau fiscal des contribuables. Et en gros, ça semble être le cas. En fait, on a comprimé on n'a pas comprimé les dépenses, on n'a pas réduit les dépenses, mais on a réduit le taux d'augmentation des dépenses à je pense, 1,2 % pour l'année. Ce qui est... Écoutez, c'est du jamais vu au Québec. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. On roulait à plus de 5 % par année depuis fort longtemps. En fait, dans les 5 dernières années, les dépenses du gouvernement du Québec ont augmenté de 39,6 %. Non, je m'excuse. 66,9 % depuis 10 ans, et puis, alors que l'inflation, ou plutôt le PIB nominal, a augmenté de 39 %. Donc, 67 % d'augmentation des dépenses publiques, et puis le PIB nominal, donc notre richesse collective, 39,6 % depuis 10 ans. Donc, l'habitude qu'on a, là, c'est d'augmenter non seulement les dépenses plus vite que l'inflation, mais plus vite que l'inflation, plus la croissance économique, et largement plus rapidement. Et puis là, on est en train de comprimer l'augmentation des dépenses en bas de l'inflation. Et ça, c'est spectaculaire. Je pense qu'il faut quand même le reconnaître. Très bien. Messieurs, à côté de moi, bon, ce qui vous a frappé, on discutait, Monsieur Delorme, vous, c'était les mesures d'incitation au travail pour travailleurs qui vous avaient vraiment... De ce qu'on sait maintenant, il semble qu'il y a au moins cette mesure-là. Le rapport Godbout, la semaine dernière, nous disait qu'il fallait encourager l'influx de nouveaux travailleurs dans la population active. Ce qui arrive, c'est qu'on sait qu'à moyen terme, on va avoir de moins en moins de travailleurs pour fournir des revenus et à cause du vieillissement de la population. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a incité, il semble, des gens plus âgés à rester dans le marché du travail. Et non seulement ça, on sait qu'on va être en déficit de travailleurs dans 5-10 ans et on est allé encourager les immigrants au niveau des mesures de participation au travail. Alors ça, au niveau structurel, au niveau des problèmes qui sont à moyen terme au Québec, ça, je pense que c'est très, très important. Oui, ça, moi, je suis d'accord avec ça. Autre chose qui vous a frappé? Je suis un de ceux qui a recommandé ces mesures-là, sauf que là, on est au qualitatif. Là. Moi, c'est les chiffres que je veux voir. Parce que les mesures d'incitation, par exemple, aux personnes plus âgées, sur votre rapport d'impôt, là, il y a un maximum, je ne sais pas si c'est 247 ou 457 $, mais si on monte les montants de 457 à 632 pour les gens compris entre 25 et 30 000 $, ça reste qualitatif. Donc, il faudra voir quand même... Donc, le sens de la direction du point de vue économique est la bonne direction. Il faudra voir dans les chiffres quel impact ça pourrait avoir. Moi, Annie, il y a une autre chose qui m'inquiète. On reste dans le qualitatif, mais on n'a pas vraiment tous les chiffres en ce moment. Mais c'est bien beau de se hausser les épaules et puis se donner des tapes dans le dos sur la compression des dépenses. Mais il faut croire qu'il faut aussi ne pas oublier que quand on comprime les dépenses à un niveau qu'on n'a jamais vu, M. Belzile le disait, ça peut amener des conséquences
conséquences sur la qualité. Je vous donne un exemple là, pour donner une image. Pendant longtemps, on n'a pas entretenu nos infrastructures. Alors, au niveau des chiffres, on voyait que les dépenses en immobilisation étaient de plus en plus faibles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les infrastructures en sont dans des états souvent qui sont... il y a des viaducs qui nous tombent dessus, là. Ouais, on est d'accord, mais seulement... on comprend, mais dans un sens, quand on voit que le service de la dette, c'est quoi? C'est 11 milliards de dollars dans la dernière année, alors que le budget du ministère de l'Éducation, c'était 17 milliards. Écoutez, c'est presque... C'est à un certain moment, où est-ce qu'on va chercher l'argent? Mais il faut faire attention, il faut en payer des intérêts. Vous, je ne sais pas si vous avez pu acheter votre maison cash. Toujours pas. Mais que je sache, quand on achète une route, quand on achète un hôpital, il faut avoir des intérêts. Donc, en ce sens-là, ça serait ridicule que de ne pas avoir d'intérêt pour des services qui durent pendant 50 ans, ne pas payer progressivement. Maintenant, il y a des limites et on a atteint ces limites-là. Tout le monde le reconnaît. Je suis tout à fait d'accord avec la position du 11 milliards, mais on ne peut pas vraiment la comparer avec l'éducation. Dans le sens, si on réduisait ce 11 milliards-là, 7-8 milliards, c'est peut-être une proportion plus raisonnable, mais on pourrait dégager effectivement 2-3 milliards. Germain Belzile, vous vouliez commenter? Je suis d'accord avec M. Cousineau. Les intérêts qu'on paie sur la dette, lorsque c'est des intérêts qui sont dus à des infrastructures qu'on a acquis et qui sont utilisés pendant plusieurs générations, c'est normal de le faire. C'est pas normal de faire payer lorsqu'on achète l'infrastructure. On va le payer, en fait, à mesure qu'on l'utilise. Ceci étant dit, il faut quand même constater qu'une partie de la dette qu'on a accumulée, c'est pour payer la facture d'épicerie. C'est parce qu'on avait des déficits à chaque année, 34 années sur 40 années de déficit. Donc, une partie de ça est due au déficit. Et puis, l'autre point aussi, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que même si c'est une bonne dette qui a été accumulée, il reste tout de même que la dette est très, très lourde et que c'est le troisième poste budgétaire du secteur public, c'est-à-dire du gouvernement du Québec. Et puis, si on n'avait pas ce 11 milliards à payer, bien, écoutez, on serait en gros surplus budgétaire puis la discussion serait très différente aujourd'hui. Alors, si on était dans une situation, par exemple, comme celle d'une province beaucoup moins endettée, on aurait une marge de manœuvre qu'on n'a pas actuellement. Alors, on paie un peu pour les abus passés, si on veut. Et puis, je pense qu'on n'a pas le choix, là, pour un certain nombre d'années, d'être très rigoureux et de comprimer, justement, les dépenses. Merci, Germain. On doit tout de suite aller à Québec rejoindre notre analyste Jean-Denis Garon, qui était au lock-up toute la journée. Bonjour, Monsieur Garon. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous donner là, comme chiffre dans lequel on peut mordre? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ce budget-là, dans une grande mesure, c'est une ode à la patience. Parce que ce qu'on dit aux Québécois, ce qu'on dit aux contribuables, c'est qu'il reste encore un bout de chemin à faire pour revenir à l'équilibre budgétaire. Ça sera fait d'ici 12 mois, mais l'effort est gigantesque. Et donc, ce qu'on promet aux Québécois, c'est à partir de 2016-2017, de commencer par la suite, éventuellement, de leur donner des baisses d'impôts, par exemple, de réduire la taxe santé, mais il faudra attendre. Ce qu'on a cette année, c'est un retour à l'équilibre budgétaire, mais on a des coupures et encore des coupures, puisqu'on n'augmente pas les impôts. Donc, un exemple de ça, c'est par exemple le budget de l'éducation, qui sera à peu près pas bonifié. Donc, on parle d'une hausse de 0,2 %. Si vous déduisez l'inflation de ça, ça veut dire qu'on a une diminution nette, réelle du budget de l'éducation. C'est énorme. La santé, pour maintenir les coûts de système, il faut généralement une augmentation d'environ 4 %. Cette année, la santé, augmentation de 1,4 %. Alors, il va y avoir beaucoup de bruit qui va être fait autour de ça. C'est énorme. Si vous, encore une fois, vous tenez compte de l'inflation, c'est une diminution réelle du budget de la santé. Bien sûr, il y a des gains d'efficacité qui sont faits là-dedans. La réforme Barrette va être capable certainement d'aller chercher un peu d'argent, mais il s'agit quand même de coupures majeures. Maintenant, il y a des aspects positifs là-dedans. Le gouvernement du Québec nous avait promis l'an passé, au dernier budget, des gains d'efficacité dans l'appareil d'État. À très, très court terme, ça avait été difficile pour le gouvernement de livrer, mais cette année, on commence à les voir. Donc, pour un certain nombre d'organismes administratifs, comme par exemple les tribunaux administratifs et ainsi de suite, on va avoir des fusions qui vont faire qu'on va avoir des gains d'efficacité. Mais de façon générale, cette année, ce qu'on a, c'est qu'on demande au ministère encore de se serrer la ceinture. On dit aussi aux contribuables, vous n'aurez pas de hausse d'impôts, mais quand on regarde le fin détail, ça devient un peu troublant parce que on remarque que les revenus de tarification du gouvernement du Québec vont augmenter de plus de 10 %. Le ministre nous dit on n'a pas de nouveaux tarifs, mais ces augmentations de tarifs-là ont été annoncées pendant les derniers mois. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'argent qui va sortir des poches des Québécois. Il reste un bout de chemin à faire pour atteindre l'équilibre budgétaire. Pour certains d'entre nous, ce sera un chemin de croix. Et là, le ministre nous dit, à partir de 2016-2017,
On va commencer à abolir la taxe santé. On va commencer à rendre le système fiscal aux entreprises plus concurrentiel. On va commencer ensuite à diminuer les impôts des PME dans certains secteurs, incluant la forêt. Mais le fin mot, c'est qu'il faudra attendre. On vous remercie, Jean-Denis Garon. Plaisir. Jean-Denis Garon, qui est professeur à l'UQAM en économie. Et sur ce, on va à la pause, mesdames et messieurs. On vous revient avec plus de détails et d'analyses. Alors, on analyse toujours ce deuxième budget L'État. On se rend tout de suite à Québec où mon collègue Carl Renaud était dans le lock-up aujourd'hui. Donc, Carl, tout d'abord, vous avez fait plusieurs budgets. Quelle est un peu l'atmosphère aujourd'hui? À quoi on s'attardait du côté des questions là, des journalistes? Bien, évidemment, il y a été beaucoup question des nouvelles ponctions que le gouvernement devra faire pour équilibrer ses finances, pour arriver à l'équilibre à la fin du nouvel exercice. Bon, certains journalistes sont revenus, entre autres, sur l'élimination de la taxe santé dont vous avez probablement parlé. Ça va débuter, ça va se faire graduellement au cours des prochaines années, mais le Parti libéral, dans sa plateforme électorale lors de l'élection de l'an dernier, s'était engagé à l'éliminer dans l'actuel mandat. Donc, ça ne va pas arriver. Alors, il y a eu, disons, beaucoup de discussions là-dessus. Le gouvernement considère qu'il remplit sa promesse, pas tous les journalistes. Mais bon, en fonction de ce qui a été annoncé aujourd'hui, je vous dirais que les groupes qui représentent des entreprises, le patronat était très heureux de ce budget-là. Du côté des groupes plus sociaux comme les syndicats, bien évidemment qu'on s'inquiétait un peu là, des nouvelles compressions de quelques 800 millions de dollars là, qui devront être appliquées, là, bien sûr, dans les organismes du gouvernement. Bon, Carl, il y a également des nouvelles du côté des fameux fonds de travailleurs. On devrait investir plus au Québec de ce côté-là. Oui, les fonds de travailleurs qui, d'un budget à l'autre, au cours des dernières années, que ce soit à Ottawa ou à Québec, finalement, font toujours la manchette après des années, finalement, sans que les règles du jeu n'aient changé pour eux. Actuellement, les règles font en sorte que les fonds de travailleurs, les fonds fiscalisés, en fait, parce que en plus du Fonds de solidarité FTQ et du Fonds d'action de la CSN, on pourrait ajouter le fonds Capital régional et coopératif Desjardins. Alors, ce sont des fonds fiscalisés. Ils doivent investir, selon les règles actuelles, 60 de leurs actifs dans des entreprises québécoises. Le reste peut être investi sur les marchés, ce qui fait grimper, bien sûr, les rendements de ces fonds-là. Graduellement, sur 5 ans, on va augmenter ce seuil-là jusqu'à 65 %. Alors, pour l'exercice qui commence le 31 mars, le 1er avril plutôt, ça va bondir à 61 %. Dans le cas du Fonds de solidarité FTQ, par exemple, qui a un actif actuellement là, de 10,5 milliards de dollars, ça représente sur 5 ans une augmentation d'environ 500 millions là, donc d'investissements dans des entreprises québécoises. Ce que ça veut dire, c'est que les rendements risquent d'être moins élevés parce qu'on ne profitera pas de la performance des marchés boursiers là, qui font monter les rendements. Mais j'en ai parlé avec Daniel Boyer, qui est membre du conseil d'administration du Fonds de solidarité, le président là, de la FTQ, et il disait que malgré tout ça, les fonds de travailleurs sont fiers de participer finalement au développement économique du Québec davantage, donc en investissant un peu plus. Du côté des fonds de travailleurs également, ce qui est une bonne nouvelle pour les fonds, pour les épargnants également, c'est que on avait plafonné les émissions de nouvelles parts l'année dernière, en juin dernier, à 650 millions de dollars pour le fonds de solidarité. Il y a 200 millions de dollars pour fonds d'action. Là, il n'y aura pas de plafond cette année, donc ils pourront vendre le nombre de parts qu'ils seront capables de vendre. Il y a CRCD, Capital régional et coopératif Desjardins, qui pourra émettre de nouvelles parts pour 150 millions de dollars cette année. L'an dernier, le ministre des Finances, Carlos Letao, avait empêché l'émission de nouvelles parts de ce côté. Également, du côté du crédit d'impôt qui est versé aux épargnants qui investissent dans les fonds de travailleurs. Chez Fonds d'action, il était plus élevé qu'au Fonds de solidarité. Le crédit provincial était de 25 % depuis un peu plus de 5 ans, parce qu'on voulait permettre, bien sûr, à Fonds d'action d'attirer davantage d'épargnants pour hausser sa capitalisation là, qui est inférieure à celle du fonds FTQ. Excellent. Carl, maintenant, pour les entreprises, plusieurs engagements? Oui, il y a beaucoup d'engagements pour les entreprises. Des engagements, cependant, qui
commence pas là maintenant. Plusieurs de ces engagements commencent en 2017, parfois en 2019. Notamment, dans ce qui a été annoncé, il y a une baisse du taux d'imposition pour les PME du secteur primaire. Alors, il sera réduit de 8 à 4 à compter de 2017. Alors ça, c'est bien accueilli, bien sûr, par des groupes comme la FCEI ou encore la Fédération des chambres de commerce du Québec. Également, on a annoncé une baisse des taxes sur la masse salariale. Ça passe là de 2,7 à 2,25 mais encore là, c'est dans 2 ans. Ça va permettre aux entreprises d'économiser 220 millions de dollars par année. Ça fait plusieurs années qu'ils le demandaient, alors ils ont obtenu, bien sûr, ce gain-là. Du côté du taux général d'imposition des entreprises, il va passer de 11,9 à 11,5 Ça, c'est également à compter de 2017. Donc, il y a plusieurs mesures qui font plaisir aux entreprises, mais ça ne s'applique pas dès maintenant. Il y a une autre mesure dont on pourrait parler, la hausse du seuil. Vous savez, ce fameux 1 là, que les entreprises doivent consacrer à la formation de leurs employés. Oui. Dans le cas d'une entreprise comme TVA, par exemple, les employés peuvent se faire payer des cours à l'université s'ils veulent améliorer leurs connaissances. Et bien là, il y a certaines entreprises qui vont être exclues de cette obligation-là parce que le seuil de masse salariale là, qui détermine si on doit payer le 1 ou pas, va passer à 2 millions, de 1 à 2 millions de dollars. Donc, il y a certaines petites entreprises pour qui c'était onéreux, là, qui n'auront plus à assumer tout ça. Par contre, peut-être Excusez-nous, on manque de temps un peu ici, mais merci, c'était très complet et très précis. On vous remercie énormément, Carl Renaud. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bon, alors voilà, on a résumé un peu des mesures pour les entreprises, les fonds de travailleurs. Bon, messieurs, j'aimerais vous entendre là-dessus. Tout d'abord, Germain, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'on a entendu là, du résumé de Carl? Bien, écoutez, on a plusieurs petites mesures. Écoutez, je pense que la chose la plus importante, c'est de comprendre que le gros de l'élimination du déficit, il provient du gouvernement qui se serre un peu la ceinture. Il y a quelques mesures qui vont faire en sorte que le gouvernement va aller chercher plus de ressources, mais d'après le budget, à peu près 9 du retour à l'équilibre provient des entreprises, à peu près 7 des particuliers et 84 provient du gouvernement qui se resserre la ceinture. Alors, je vous dirais, c'est ce que je retiens globalement. Maintenant, au niveau des fonds de travailleurs, je peux peut-être passer quelques secondes là-dessus. On donne un retour d'impôt extrêmement important pour les gens qui mettent de l'argent dans les fonds de travailleurs. Et ça, c'était pour stimuler le capital de risque. Mais le capital de risque, là, on en a en masse au Québec, en fait. Et puis, une bonne partie de cet argent-là est investi dans toutes sortes de titres qui ne sont pas très risqués et souvent à l'extérieur du Québec. Alors, il y a peut-être un ajustement à faire ici. Puis, une des façons, c'est peut-être de réduire le montant qu'on peut émettre. Et puis, on est allé dans cette direction-là en partie. Et après, comme Carl le disait, des années à ne pas avoir touché aux règles qui visaient les fonds de travailleurs, mais qui, dernièrement, ont été révisées, ont été mis sous la loupe. Messieurs, justement, du côté des entreprises, des mesures qui vous ont frappé ou quelque chose qui devrait être retenu? Par rapport au rapport Godbout, il y avait une mesure qui était très intéressante qui est proposée, qui est celle d'éliminer les crédits remboursables d'impôts pour les grosses entreprises multinationales qui déclarent aucun profit. Prenez comme Ubisoft, des choses comme ça, ne déclarent aucun profit. Mais à cause des crédits remboursables, ils se font des profits de 20 millions, 30 millions, 40 millions. Et dans le rapport de M. Godbout, on proposait d'éliminer ces crédits d'impôts remboursables. Ici, il n'y en est pas question. Par contre, on adopte la position de réduire le taux d'impôt général pour l'ensemble des entreprises. Il n'y a donc pas la contrepartie d'aller chercher l'argent où on va la prendre, dans la poche des gens ou bien... Ce qui est intéressant, c'est la stratégie aussi qu'on voit, parce qu'il y a l'impôt des sociétés, il y a les tarifs qui augmentent, hein, comme vous l'avez mentionné, mais il semble, l'histoire générale, là, hein, c'est on se comprime beaucoup la ceinture, on serre la ceinture beaucoup, le gouvernement, et on prévoit beaucoup de choses, comme M. Garon nous l'a dit, en 2016, 2017, 2018. Donc, on dit, retenez votre respiration, là, puis dans 2 ans, vous pourrez prendre de l'oxygène. C'est un peu ça, je vois le message, et je vois aussi que M. Letao semble, personnellement, je trouve, assez optimiste au niveau de ses prévisions économiques. Ils ont toujours pêché, que ce soit... C'est un peu là... On essaie toujours de mettre ça un peu rose, mais là, je vois... Qu'est-ce qu'il prévoit? Qu'est-ce qui vous semble... 2015, 2 de la croissance économique, ça veut dire aussi, on sait que le mouvement Desjardins prévoit plus 1 la plupart des prévisionnistes autour de 1,5 mais ça veut
veut dire que les revenus attendus vont être gonflés aussi. Ça veut dire que probablement que la situation budgétaire est un peu plus rose qu'elle va l'être en réalité. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ben, c'est l'effet libéral. Ils sont fait élire sur l'effet libéral. Mais quand même, on n'a pas parlé des transferts fédéraux qui sont une partie importante quand même là, du budget. Ça, est-ce qu'on pourrait penser que ça va être un peu moins, étant donné que Ottawa a dû revoir elle-même sa croissance économique, les prix du baril de pétrole, etc. En fait, c'est l'Alberta qui généralement nous donne les transferts fédéraux avec ses surplus. Mais là, il n'y en a pas. Pas cette année. Même eux, ils présentaient leur budget aujourd'hui. C'est un mécanisme de 3 ans. Si ça va mal en Alberta, ça va aller mal chez nous dans 3 ans. Parce que c'est une moyenne sur 3 ans qui est accordée à chaque fois. Donc, en ce sens-là, on peut bénéficier d'une année ou deux de grâce. Les prévisions qui sont superbes pour 2017 de nous abolir la taxe santé et tout ça, c'est elles qui sont mises en danger par ce que vous venez de dire. Voilà. Justement, Carl nous disait que ce qui avait créé un peu de polémique, c'était le fait que l'abolition de la taxe santé, ce ne sera pas avant le deuxième mandat des libéraux. Mais ils considèrent quand même qu'ils tiennent leurs promesses. Et une autre chose, on avait dit pas de hausse de tarifs, il a été très précis là-dessus. Monsieur Leitao, on en retrouve à hauteur de 10 que ce soit pour des permis, etc. Donc, à cet égard-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont failli à leurs promesses? Bien, en fait, le discours n'est pas clair. À mon avis, j'avais entendu exactement qu'il n'y en avait pas. Puis là, il y en a. Alors, je poserai cette question-là à M. Leitao. Il y a beaucoup de surprises là-dedans si aussi. Les fonctionnaires provinciaux vont être extrêmement touchés par ce qu'on voit. Et maintenant, ils ont aboli le fait qu'une retraite sur 2 ne sera plus remplacée. On parle de gel. On est en pleine négociation. Alors, c'est certain que les fonctionnaires du gouvernement du Québec vont être extrêmement, je dirais, assez fâchés de ce gouvernement, de ce budget-là. Je vais absolument revenir là-dessus, justement, parce que c'est quand même 60 des dépenses gouvernementales, les salaires des employés provinciaux. Donc, on va à une pause, mesdames et messieurs. On vous revient avec d'autres analyses sur ce deuxième budget Leitao. De retour à l'analyse de ce budget. Alors, un budget qui a généré de vives réactions du côté syndical et des différentes associations des milieux de la santé et l'éducation. Écoutons les réactions en ce moment même. En santé, c'est 4,5 pour être capable de répondre aux besoins actuels. C'est 1,4 d'augmentation qui est prévue. En éducation, c'est à peu près 3,5 et là, on prévoit 0,2 Donc, ça va se traduire par des coupures. Ce que dit le gouvernement du Québec, ce que dit le ministre de l'Éducation, c'est que les élèves qui fréquentent l'école publique valent 5 $ de plus cette année. On va alors qu'on sait que le réseau scolaire est déjà amputé depuis 5 ans dans ses budgets de 800 millions. On vient y ajouter un autre 200 millions, voire plus. Elles sont les témoins privilégiés à tous les jours de ce qu'ont besoin les patients, de ce qu'ils ne sont pas capables de leur offrir actuellement. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ils vont comprendre ce qui est en train de se passer là. Il y a des impacts sur les services à la population. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas des services, qui attendent plus longtemps sur les listes d'attente. Bon, on voit les réactions et justement, M. Cousineau, vous avez un peu calculé là, quand on parle de coupures qui pourraient arriver, qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné parce que quand je regarde combien il y a d'employés au gouvernement qui dépendent du gouvernement, il y en a 550 000. C'est quand même beaucoup. Et ce qu'on nous annonce ici, de façon très précise, c'est qu'il y a une demande au ministère de couper de 3 cette année. Donc, ça fait 16 500 emplois de moins en une seule année. C'est énorme, à mon avis. En principe, c'est supposé être des cadres, mais je ne sais pas. Il faut qu'il y ait beaucoup de cadres et ça est risqué. Germain Belzile, donc, on voit un peu les réactions. Mais si on décortique tout ça, là, où l'effort se fait-il? Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'on a rempli les promesses du côté du gouvernement de ne pas trop aller du côté des contribuables? Bien, selon les chiffres du budget, on devait aller chercher 7,274 millions par rapport à... On continue sur notre aire d'aller et versus l'équilibre budgétaire tel qu'on le fait. Donc, il fallait qu'on aille chercher 7,274 millions. Puis, il semblerait qu'on est allé chercher 6,95 millions, c'est-à-dire 84 de ça en serrant la ceinture, au gouvernement, et 9 dans les poches des entreprises. Donc, on a alourdi le fardeau fiscal des entreprises un peu, et on a alourdi le fardeau fiscal aussi des contribuables, en partie avec des tarifs, mais en partie aussi avec par exemple, les services de garde qui vont coûter plus cher un peu aux particuliers, mais aussi en réduisant, par exemple, la réduction du taux de conversion des crédits d'impôt pour cotisations
associations syndicales et professionnelles. Donc, on peut voir ça comme un tarif ou encore comme un alourdissement d'impôt, mais c'est dans notre impôt que ça va paraître, en tout cas. Et donc, ils sont allés chercher 493 milliards de dollars de plus. Alors, écoutez, je ne suis pas un expert des promesses, là. Je ne sais pas s'ils ont fait la promesse de ne pas augmenter le fardeau fiscal, mais ils l'ont augmenté un peu. Mais une chose semble assez certaine, ils sont vraiment surtout allés chercher les choses du côté des dépenses. Bon, ce qui est certain, on en parle d'efficience. On le demandait au gouvernement depuis des années d'être plus efficient. Bon, et quand même, la majorité, là, on parle de quoi? 84% provient du gouvernement lui-même. Mais ça peut pas venir sans... On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, si je ne m'abuse. Oui. Comment ça va se sentir? Vous avez parlé, quoi, de près de 16 000 pertes d'emplois, M. Cousineau? Oui, c'est ça, dans l'ensemble des emplois. Maintenant, je pourrais questionner, parce que ça entre en conflit, ces chiffres-là de 84% qui viennent du gouvernement et si peu qui viennent des personnes, parce qu'il y a déjà eu un reportage dans le Journal de Montréal, je pense, qui montrait que pour certaines catégories de personnes, c'était des milliers de dollars qui étaient en cause quand on parle d'augmentation des frais de garderie. Quand on parle de diminution des transferts aux municipalités qui s'est traduite par des augmentations très substantielles en taxes, je pense pas que ça soit ici. Et ça l'est. Le contribuable a dû faire son effort. En ce sens-là, je crois qu'il qualitativement, encore une fois, il y a un effort du côté gouvernement, mais un effort qui est assez dramatique au niveau de l'éducation et de la santé. Je pense qu'on ne l'aura pas assez dit, là. Je pense qu'il ne faudra pas être malade cette année, là. Moi, je vais essayer de faire tout ce qu'il faut. Ça aurait été très mauvais pour moi l'an dernier. Vous, M. Delorme? Je suis d'accord avec la vitamine D et beaucoup de sommeil, mais je pense que on n'a pas encore saisi toute la conséquence de ce serrement de ceinture-là, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de répercussions au niveau de la façon dont les services vont être fournis. Et c'est certain, une de vos intervenantes qui le soulignait tout à l'heure, je pense que ça va avoir des impacts sur la qualité des soins et la qualité de l'enseignement aussi. Bon, on voit... Oui, Germain, vous voulez intervenir? Oui, mais je pense qu'il va falloir je pense que c'est la prochaine étape dans tout ça. Maintenant qu'on atteint l'équilibre budgétaire, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on livre les services exactement? Est-ce qu'on continue comme avant? On sait que continuer comme avant, ça veut dire que les services vont coûter beaucoup plus cher année après année, puis l'augmentation, sans doute, va être plus rapide que l'inflation. Alors, il va falloir qu'on commence à penser sérieusement, je pense, à comment on rend ces services-là. Est-ce qu'il y a des façons peut-être différentes de faire les choses maintenant par rapport à ce qu'on faisait dans le passé? Est-ce qu'il y a moyen d'obtenir plus des fonctionnaires? Est-ce qu'il y a moyen de changer la façon de les rémunérer, par exemple, pour encourager une plus grande productivité? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir peut-être une contribution plus importante du secteur privé dans certains domaines de la santé? Alors, je pense qu'on n'aura pas le choix de commencer à ouvrir ces boîtes-là et de se poser des questions fondamentales sur ce qu'on veut que l'État fasse et ce qu'on veut que l'État peut-être surveille ou réglemente et qu'il soit livré peut-être d'une autre façon. Bien, écoutez, je vais vous ramener là-dessus parce que, bon, là, on a ces coupures-là qui se font d'une façon, entre guillemets, classique par peut-être des compressions salariales, etc., des suppressions de services. Mais on avait parlé, peut-être il y a 4-5 ans, lors du premier ou deuxième budget Bachand, il y avait eu cette énorme étude sur la réforme du système de la santé et de l'éducation, l'introduction peut-être de compétition dans le secteur de la santé, pas nécessairement par le privé, mais en faisant en sorte que les institutions se compétitionnent entre elles. Donc, ça, c'est peut-être des choses, un espèce de débat de société qu'il faudra avoir à un certain moment donné si on ne veut pas y aller tout simplement de la façon classique là, dont on vient de parler. Je veux dire, tout le monde, on veut tous aller au même endroit. Hein? Mais la vitesse à laquelle on veut aller à cet endroit-là, qui est un assainissement des finances publiques, ça peut être un peu... On peut discuter de ça. Et ce que vous dites, je pense que c'est très pertinent parce que on veut se poser des questions, on veut être plus efficace. Ce que le rapport Godbout la semaine dernière, c'est exactement pose cette question-là. On dit, bon, on veut financer nos services publics, on veut que ça reste public, mais il y a peut-être une façon différente d'aller chercher le dollar dont on a besoin pour payer notre hôpital qui coûte $1. Alors, ce que vous dites, on est en train d'avoir ce débat de société-là, mais là, je vois qu'on a pris des décisions et je ne sais pas si toutes ces décisions-là sont parfaitement éclairées. On n'a pas parlé de la dette, mais il y a quand même, écoutez, on parlait de l'importance aussi de ne pas se faire décoter. Le gouvernement doit penser à ça aussi, là, quand on considère que le service à la dette est presque aussi important que le budget du ministère de l'Éducation. C'est quand même quelque chose à considérer. Oui, j'ai vu dans vos chiffres tout à l'heure que le service de dette était 10,3 milliards, alors qu'il était de 10,6 milliards l'année passée. Donc, on compte sur le maintien de la baisse des taux d'intérêt.
Écoutez, Annie, il n'y a aucun danger qu'on se fasse décoter par les agences de notation de crédit. Notre situation est parfaitement enviable par rapport à l'Ontario, par exemple, qui a un déficit par rapport au PIB de 6 fois plus. Mais pas notre taux d'endettement. Non, mais notre taux d'endettement est ce que vérifie... Ni nos taxes, ni nos tarifs. Ce que va voir... j'ai été assez longtemps au ministère des Finances et j'ai déjà rencontré assez souvent les représentants des agences de notation de crédit. Ce que les agences de notation de crédit veulent, c'est avez-vous un plan crédible de baisse du ratio de dette PIB? Oui, parfait. Il reste seulement une minute. Je veux juste un petit mot là-dessus de Germain sur les agences de crédit. Pensez-vous que c'est impossible de se faire décoter? Écoutez, rapidement. Rapidement, c'est pas dans les cartes actuellement, là. Mais il faut quand même reconnaître éventuellement, je veux dire. Éventuellement, oui. Éventuellement, oui. Mais, par exemple, si une crise nous frappait d'une façon importante, ben là, écoutez, là, on va commencer à regarder les choses sans aucun doute. Mais avant la crise de 2008-2009, on était à 21,5 le ratio de dette PIB. Et puis, on est actuellement à au-dessus de 23 Et puis, le plan du gouvernement du Québec, c'est de nous ramener à 21,5, le même ratio que celui qu'on avait avant. Alors, ça, c'est un plan crédible qui fait justement qu'on peut peut-être éviter les décotes. Ben, écoutez, il reste très peu de temps. Je vous remercie à tous les trois d'avoir été avec nous pour l'analyse de ce budget dont on a eu les données à la toute dernière minute. Messieurs, vous avez été fantastiques. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et à 17h, un autre bulletin complet d'argent. On revoit le budget et toutes les nouvelles dans l'actualité économique. Merci. Restez avec nous, mesdames et messieurs.